Merci à Catherine Coinca, la présidente, et à Christophe Vital pour l'invitation qui m'a été faite. Et effectivement, cette invitation a été précédée d'un certain nombre de participations à des colloques précédents, celui de Nantes notamment, et à des publications dans la belle revue qui vous a été signalée. C'est une collaboration, je trouve, entre académiques, universitaires, chercheurs et conservateurs, conservatrices de musées, qui me semble extrêmement féconde, qui n'est pas tout à fait inédite, bien sûr, mais qui a pris une importance assez significative ces dernières années. J'en profite pour remercier aussi le MESRI et le ministère de la Culture, puisque depuis cette année, il y a eu un concours de résidence à l'intérieur d'un certain nombre de musées d'universitaires. Nous sommes deux, Julie Verlaine et moi-même, à être cette année les bénéficiaires de cet accueil en résidence. Et je crois que, à très modeste niveau, si je puis donner mon sentiment personnel, c'est une excellente idée de croiser ainsi les compétences, je dirais, des professionnels de musée et des académiques, des universitaires. Nous avons des relais peut-être plus évidents avec les étudiants, avec les étudiantes et les étudiants en particulier qui préparent les concours de conservateurs, comme l'a dit Christophe. Et cette revue de la GCCPF est évidemment devenue un outil tout à fait important pour la culture générale des étudiants, notamment en histoire de l'art. Je prêche pour ma paroisse, en quelque sorte, ou en histoire du patrimoine, et aussi, d'une manière générale, pour tous les candidats à des types de concours en matière culturelle. Alors, je n'ai pas choisi de vous présenter un exposé très formel sur les origines stricto sensu de cette représentation professionnelle. J'ai choisi, dans les quelques minutes dont je dispose ce matin, de vous montrer plutôt quelques photos, quelques images qui peut-être vous font réagir et qui pourrait peut-être lancer ensuite le débat si j'arrive à... Voilà. Mon propos est donc de vous montrer quelques images à propos de représentations de conservateurs de musées dans la mémoire culturelle française. Alors, je ne sais pas s'il faut que je vise un point particulier du... Voilà. Les images grand public d'abord, en guise de, si vous voulez, un petit peu d'apéritif. En fait, quand on regarde les médias, la presse, on s'aperçoit que l'image du conservateur ou de la conservatrice paraît dans, en particulier, les grands journaux régionaux, Sud-Ouest, La Voix du Nord, La Dépêche, etc., sous forme de ce genre de portrait, c'est-à-dire à l'entrée en fonction, et souvent à la sortie de fonction. Le conservateur est photographié généralement au sein de son musée, dans une posture d'accueil et de bienveillance, parfois d'ailleurs tourné de l'autre côté, c'est-à-dire vers le tableau ou vers l'œuvre en train de le montrer, d'en faire jouir le public. Bref, dans une iconographie qui est très traditionnelle, qui remonte en fait à l'iconographie du collectionneur ou de la collectionneuse depuis les débuts de la période moderne, et qui renvoie aussi à une iconographie des premiers grands musées modernes. Je pense par exemple au musée du Vatican, avec l'ouverture par le pape à tel ou tel visiteur prestigieux au cours donc des années 1770-1780. Une autre vue, si j'ose dire, du conservateur, elle est davantage littéraire. Je vous montre ici une collection que vous connaissez sans doute, collection éditoriale sur le principe d'inviter un écrivain, un littérateur à passer une nuit au musée. Certains de ces livres donnent une image, pas toujours d'ailleurs très positive, il faut le reconnaître, du conservateur ou de la conservatrice ou de l'institution muséale. Ça dépend évidemment de, je dirais, du talent littéraire et de la personnalité de l'auteur.
Et puis, au théâtre, voire au cinéma, j'ai pris l'exemple de Muséo Muséba, qui était un des grands succès du théâtre du Rond-Point et qui est passé en film ensuite. Vous avez l'entrée, si je puis dire, du conservateur de musée dans la comédie à la française, donc dans une forme qui est à la fois satirique, provocatrice et bon enfant, tout ensemble, de la vie de musée. À certains égards, d'ailleurs, c'est plutôt le gardien ou les gardiens, je vous montre ici la pièce Gardien de partie, dans leurs interactions implicites ou explicites avec les visiteurs, sont plutôt les gardiens qui fournissent, si j'ose dire, un matériau théâtral ou un matériau propre à être théâtralisé plutôt que le conservateur lui-même. Alors, si on essaie de montrer comment démarre, au fond, cette iconographie, on s'aperçoit que sous l'Ancien Régime, il n'y a pas, stricto sensu, évidemment, de conservateurs de musées, et ce sont plutôt les critiques présents dans l'espace public. Le premier d'entre eux, c'est La Font de Saint-Étienne, qui, dans ses lettres sur la peinture, à savoir un des tout premiers comptes rendus de salon au XVIIIe siècle, demander à Sa Majesté de faire construire, je cite, une vaste galerie où plusieurs contiguës, bien éclairées dans le château du Louvre, ce palais inhabité, quoique si digne de l'habitation de nos monarques, qui fait encore l'admiration des étrangers et en même temps leur étonnement en le voyant abandonné. C'est-à-dire le premier, alors c'est très difficile pour un historien de parler de premier, mais en tout cas l'un des tout premiers, l'une des tout premières, plutôt, revendications de l'ouverture d'un musée à l'intérieur du Louvre au nom de la gloire de l'école française. Et donc, La Font de Saint-Étienne faisait l'objet de satires, notamment une gravure par Vatelet, un autre amateur du XVIIIe siècle, puisque La Font était donc représenté en aveugle, incapable de voir les tableaux, et néanmoins critique des peintres et promoteur, en quelque sorte, d'une politique culturelle avant la lettre. Évidemment, cette prolifération relative de critiques d'art dans l'espace public qui, en fait, participe de ce qu'on a appelé la carnavalisation du salon au XVIIIe siècle, s'arrête, si je puis dire, brutalement avec la Révolution, avec l'ouverture, finalement, du Louvre révolutionnaire. Les personnels chargés de la conservation du Louvre révolutionnaire sont, pour certains, relativement oubliés aujourd'hui, pour d'autres, célèbres, mais pour d'autres raisons. C'est le cas de Hubert Robert, puisque, quand on pense à Hubert Robert, on pense évidemment aux peintres et on pense aussi aux scénaristes, si j'ose dire, du futur Louvre, puisque ces petits morceaux, en quelque sorte, sont en fait, des hypothèses, hein, des rêves sur ce que devrait être un musée idéal. Mais c'est bien entendu la nouvelle division de la France en 83 départements, en 1791, qui va donner naissance véritablement à l'idée d'un réseau départemental de musées et qui va mobiliser dans les différents chefs-lieux d'anciens marchands, des critiques et aussi des activistes républicains. Vous avez ici le musée spécial de l'école française installé à Versailles, puisque dans la première idée au moins, l'école française était installée à Versailles et les écoles étrangères étaient installées au Louvre. Et le musée spécial doit planter un arbre de la liberté, c'est-à-dire que les premiers conservateurs révolutionnaires, en quelque sorte, doivent conjuguer l'engagement politique, l'engagement, on dirait aujourd'hui, militant, et évidemment le savoir savant en termes de catalographie et de protection. Alors l'un des plus illustres, c'est bien entendu Alexandre Lenoir, qui, en quelque sorte, initie une forme d'iconographie qu'on va retrouver par la suite, à savoir le conservateur qui
protège, le conservateur protecteur, qui tient dans ses mains, un peu crispées d'ailleurs, semble-t-il, des éléments qu'il a évidemment sauvés du vandalisme, sauvés de la destruction. Et après, au moment de la Restauration, David, en exil à Bruxelles, d'ailleurs à ce moment-là, va peindre son ami Lenoir, cette fois en érudit, non pas en combattant en quelque sorte du patrimoine, mais en érudit, catalographe, le nouveau portrait en quelque sorte du conservateur. Bien sûr, le supérieur hiérarchique, si je puis dire, de Lenoir, c'est Dominique Vivant-Denon, ici par Benjamin Zix, qui est représenté comme une sorte d'homme orchestre à la tête d'un patrimoine qui dépasse très largement le patrimoine français, puisque évidemment les figures égyptiennes font référence à sa fameuse implication dans la description de l'Égypte, puisque beaucoup d'autres font référence à ses différentes fonctions à la tête de la monnaie, etc. Ce portrait donc d'homme orchestre en quelque sorte du panthéon patrimonial français en fait plutôt un petit ministre qu'un véritable conservateur. Mais un autre portrait, toujours de Vivant-Denon, est davantage classique. Il l'inscrit comme lecteur du catalogue du sublime Poussin. Et évidemment, là, on a le plus grand artiste de l'école française, glorifié en quelque sorte par le patron du musée Napoléon, du plus grand musée universel. Alors, au cours du XIXe siècle, le réseau de ces musées départementaux va s'accroître et le conservateur, en général, fait partie d'associations savantes. Il écrit et le registre, évidemment, dépasse les beaux-arts pour atteindre l'ethnographie, le folklore, etc. Cependant, dans le cas français, le conservateur n'est jamais fondateur de musée. En fait, c'est le monarque, le prince, puis ensuite au fond, le président de la République, héritier de la posture du monarque, qui impose, qui invente des musées. Louis-Philippe à propos de Versailles, Jacques Chirac à propos du musée du Quai Branly devenu musée Jacques Chirac, ou Nicolas Sarkozy à propos du musée d'Abu Dhabi. Donc il y a une sorte de monopole politique de la fondation du musée, et dans tous ces cas, le portrait du conservateur est en quelque sorte relégué dans une obscurité, ou une relative obscurité savante. Donc le conservateur fera l'objet d'une iconographie en termes de critique, en termes de catalographe, en termes de médiateur, en termes de savant et de politique. Vous avez ici la fameuse enquête des cahiers de la République des lettres, des sciences et des arts, où vous avez, parmi des critiques d'art, parmi des intellectuels, un certain nombre de noms de conservateurs. Vous les repérez sans peine, Paul Deschamps, Faucillon, qui cumule une position académique universitaire et une position de directeur du musée, mais aussi des étrangers, Fiske Kimball de Philadelphie, bien sûr Salomon Reynac, les gens de l'Institut, etc. Donc ici, le conservateur appartient au fond à une élite de la culture, des lettres, qui dépasse ses propres responsabilités professionnelles. Et bien sûr, ce conservateur de l'entre-deux-guerres est engagé dans une recherche scientifique, une recherche qui a partie liée avec la collecte. Ici, la fameuse photo à propos de la mission Dakar-Djibouti. Et une autre version, beaucoup plus monumentale, c'est le fameux buste de Jacques Jaujard, qui est en fait un hommage là à une autre figure quasi héroïque du conservateur de musée, qui est celui qui sauve les collections nationales. Et Jaujard fait retour, en quelque sorte, dans cette nouvelle iconographie filmique, notamment dans Francophonia, le film d'Alexandre Sokourov, récemment sorti. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction. Parmi toute cette iconographie, il y a vraiment le cas Rivière, qui est l'un des très rares conservateurs à avoir fait l'objet d'une exposition
en son honneur, en quelque sorte, pour saluer son œuvre, et qui, par conséquent, est rentré lui-même dans la vitrine. Ce n'est pas une destinée banale pour un conservateur de musée, même si, en son temps, Jacques Kershach l'avait fait, mais Kershach n'était pas conservateur stricto sensu. Dans ce cadre-là, le conservateur est aussi un auteur, et en particulier les fameuses notes du cours de Rivière compilées vont servir de manuel et de référence en fait à une discipline. On peut signaler un autre cas qui est celui de Jean Cassou, qui a fait l'objet également d'une grande exposition à Musée Imaginé et qui vient de faire l'objet d'une thèse d'habilitation de ma collègue Marie Gispert, où on voit également que Cassou, avec ses amitiés d'artistes, a fait l'objet d'une iconographie artistique. C'est aussi le cas avec Georges Sale, le portrait par Picasso en 1953, et Georges Sale a fait aussi l'objet d'une exposition par Jean-Michel Alberola, un peu plus complexe dans son projet, qui réunissait Georges Sale et Walter Benjamin, puisque Benjamin s'était, dans une lettre fameuse, déclaré enthousiasmé par la lecture du fameux petit livre de Georges Sale, Le Regard, dans l'entre-deux-guerres. Mais on peut citer d'autres figures. Alors, pardonnez-moi, mais évidemment, j'ai choisi ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire que, évidemment, les conservateurs de musées techniques, scientifiques ou de muséums seraient fondés à me dire que mon choix est éminemment subjectif. Je le reconnais bien volontiers. C'est un choix largement beaux-arts ou sciences sociales. Ici, Charles Sterling, qui a fait l'objet d'un film et qui fait l'objet aujourd'hui d'une petite exposition au Centre Vivant de nom du Louvre et de publication à l'École du Louvre, ou encore Gilberte Marin-Méry. Vous pouvez trouver cette interview, peut-être que là c'est une découverte pour certains d'entre vous, je ne sais pas, sur l'Internet, la mémoire de Bordeaux, une longue interview de cette conservatrice dont la carrière correspond à celle de Jacques Chaban-Delmas, donc sur une très longue période, et qui est cette fois filmée dans son intérieur et non pas dans son musée. Mais vous voyez que, à certains égards, son intérieur est un petit musée bordelais. Et puis, il y a d'autres profils de conservateurs ou iconographies de conservateurs qui sont des conservateurs finalement identitaires, si j'ose dire, ou identifiés au-delà de leur musée, à une localité, à une région. C'est le cas de Jean-Yves Vieillard avec ce Monsieur le Conservateur, qui est à la fois un clin d'œil familier et amical sur son vélo, et puis également une forme de proclamation d'un engagement militant. Cette iconographie, cette représentation du conservateur, elle a partie liée aujourd'hui avec une professionnalisation. Alors on peut commencer avec le fameux, enfin pas si fameux que ça d'ailleurs, mais le roman de Martin Dugard, Devenir, en 1908, qui est, sauf erreur, le seul roman, en tout cas que j'ai trouvé, qui porte sur le bidong, en quelque sorte, d'un élève de l'école du Louvre, et où Martin Dugard dit très férocement que l'érudition du professeur, onctueuse, légère, parfumée, comme une brillantine, s'épandait sur un public de choix presque uniquement composé de jeunes filles, accompagnées de leurs femmes de chambre et de petits vieillards désœuvrés ou pédants. Voilà, ça c'est le point de départ, en gros, pour Martin Dugard, de ce qu'était l'école du Louvre au début du XXe siècle. Elle a évidemment beaucoup changé, et notamment dans l'entre-deux-guerres, à travers une mobilisation des conservateurs du Louvre pour faire œuvre de pédagogue. Vous avez ici ce petit livret dont l'originalité était que le musée du Louvre est présenté par ses conservateurs eux-mêmes à destination de visiteurs non spécialistes, si je puis dire. Et l'entre-deux-guerres a vu aussi cette fameuse exposition pédagogique consacrée à la littérature française, qui a été peut-être le premier sujet de controverse muséographique entre la droite et la gauche, politiquement, mais aussi entre le milieu de conservateurs opposés, pour savoir si cette abondance de textes, d'images, etc., remplissait vraiment une pédagogie ou pas.
après-guerre, le début du White Cube va marquer évidemment le Louvre. Et puisque François Mirès, mon collègue, est dans la salle, et Yves Bergeron, je leur offre, si j'ose dire, sur grand écran, le flyer du colloque qu'ils ont monté en 2019, qui était alors on pourrait le lire comme un retour à la biographie, ou au contraire comme un dépassement, un réaménagement, disons, des sciences sociales ou des sciences muséales vers un retour à la place du conservateur, à la place du directeur de musée dans le récit. C'était donc un témoignage de l'intérêt qu'il peut y avoir dans cette iconographie. Il est certain que la définition du Musée de France, sur laquelle on a déjà parlé, a été probablement un moyen de réactiver cette figure du conservateur. Et finalement, le professionnalisme et aussi l'investissement identitaire, on le retrouve dans un certain nombre de départements. Alors l'Isère me paraît assez intéressant parce qu'il y a une longue tradition d'identité, si j'ose dire, iséroise à travers les musées, l'investissement du Conseil général. C'est aussi frappant dans des régions à forte identité régionale, culturelle, comme le musée départemental breton. Mais peut-être une nouveauté de l'iconographie ou de la représentation du conservateur français, c'est aussi qu'il s'exporte et qu'un certain nombre d'articles, d'images, etc., le montrent en conservateur qui part, voire en conservateur qui revient ensuite, c'est le cas d'ailleurs avec Quentin Bajac, et c'est l'idée que la professionnalité, si j'ose dire, le professionnalisme du conservateur français peut trouver une reconnaissance à l'étranger. Et bien sûr, cette expertise, cette professionnalisation, elle dépasse tel ou tel individu, elle est aussi portée, par exemple, par le Louvre Conseil, qui propose une expertise internationale au service de partenaires du musée. C'est donc là-dessus que je voudrais conclure. Le conservateur et sa représentation sont aussi entrés dans les réseaux sociaux, dans toute cette animation qui va de Twitter à TikTok, probablement. Encore, je ne sais pas si TikTok, mais sans doute. Et donc, c'est un nouveau chapitre du numérique et des réseaux sociaux qui s'ouvre sans aucun doute pour le conservateur de musée français. Merci. Alors, je pense que j'annonce aussi, si j'ai bien compris, les interventions suivantes, ou c'est Christophe, je ne sais pas. Donc, cette matinée est consacrée à la naissance des associations professionnelles de la fin du XIXe siècle au début du XXe. Avec en première intervention Géraldine Masson, qui a consacré une thèse très copieuse et très intéressante, dont on espère qu'elle sera publiée, à l'histoire des conservateurs de musées au XIXe siècle en France, et qui travaille au musée d'Orsay par ailleurs.